Le son de la terre frappant l'acajou poli résonne encore dans mes oreilles, même maintenant, 3 semaines plus tard. Ce n'est pas le bruit qui me hante, c'est le souvenir de ce qui a suivi. Ces mots glacés qui ont transformé le deuil en terreur pure. 74 années vécues, et je n'avais jamais imaginé que ma propre chair et mon sang puissent me regarder avec tant de froideur. Qu'il puisse murmurer une menace de mort aux funérailles même de son père. Mais je m'avance. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, dans cet appartement silencieux de Neuilly-sur-Seine, avec les rideaux tirés et un couteau de cuisine caché sous l'oreiller. Tout a commencé ce matin gris de mars. Philippe était parti pendant la nuit, un infarctus foudroyant, selon le médecin. 48 années de mariage se sont terminées par un gémissement étouffé et le poids mort de son corps à mes côtés. Je sentais encore la chaleur de sa peau quand les ambulanciers sont arrivés, mais ses yeux verts étaient déjà vitreux, perdus quelque part où je ne pouvais l'atteindre. Le silence qui a suivi son dernier souffle était assourdissant. Dans notre chambre à coucher, décorée avec tant de soin au fil des années, l'horloge ancienne continuait son tic-tac implacable, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. L'homme qui avait partagé ma vie, mes rêves, mes peurs, venait de me quitter pour un voyage dont il ne reviendrait jamais. J'ai appelé Julien, notre fils unique. Il est arrivé 1 heure plus tard, vêtu d'un costume sombre qui semblait avoir été préparé à l'avance. Étrange, ai-je pensé, mais le choc ne me permettait pas de raisonner correctement. Il a embrassé mon front avec des lèvres froides et a murmuré des mots de réconfort qui sonnaient creux, répétés. « Maman, avez-vous besoin de quelque chose ?» a-t-il demandé, ses yeux parcourant déjà le salon luxueux, comme s'il faisait un inventaire mental. Même dans ma douleur, j'ai remarqué la façon dont son regard s'attardait sur les tableaux de valeur, sur les antiquités que Philippe et moi avions collectionnées pendant des décennies. Il y avait quelque chose de calculateur dans sa manière d'observer, quelque chose qui m'a mise mal à l'aise sans que je puisse l'expliquer. Pendant les 3 jours qui ont précédé les funérailles, Julien s'est montré trop serviable. Il insistait pour tout organiser, pour prendre toutes les décisions. Il a choisi le cercueil le plus cher, les fleurs les plus voyantes, le cimetière le plus prestigieux. Papa mérite ce qu'il y a de mieux, disait-il, mais il y avait quelque chose dans sa hâte qui me dérangeait. Comme s'il voulait accélérer le processus, arriver rapidement à la fin. Je me souviens de l'avoir observé au téléphone avec le directeur des pompes funèbres, négociant les détails avec une efficacité qui contrastait étrangement avec l'image du fils en deuil qu'il projetait devant moi. Sa voix était ferme, ses questions précises, comme s'il organisait un événement d'affaires plutôt que l'enterrement de son père. La veille de l'enterrement, il est apparu avec des papiers. Documents d'inventaire, compte bancaire, police d'assurance. Il vaut mieux régler ces questions pratiques rapidement, maman. Pour que vous n'ayez pas à vous en préoccuper plus tard. Ses mains tremblaient légèrement quand il parlait d'argent, et ses yeux brillaient d'une intensité qui m'a glacé le sang. C'est alors que j'ai commencé à me souvenir de petits détails que j'avais ignorés au fil des années. Les visites sporadiques de Julien, coïncidant toujours avec des difficultés financières qu'il mentionnait vaguement. Les questions subtiles sur les investissements de Philippe, sur les comptes bancaires, sur le testament. Les appels téléphoniques qu'il passait à voix basse quand il pensait que je n'écoutais pas. Il y avait eu cette fois, il y a 6 mois, où je l'avais trouvé dans le bureau de Philippe, fouillant dans les tiroirs. Je cherchais juste un stylo, maman, avait-il dit avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Mais le tiroir qu'il avait ouvert contenait nos documents financiers les plus importants. Et cette autre fois, pendant le dîner de Noël, quand il avait posé des questions insistantes sur notre testament. C'est important de planifier l'avenir, avait-il dit. Vous n'êtes plus très jeune. Philippe avait changé de sujet, mais j'avais vu l'irritation fugace sur le visage de Julien. Le jour des funérailles est arrivé. Le cimetière du Père-Lachaise était enveloppé d'un brouillard fin et glacé, typique de l'hiver parisien. Les fossoyeurs, 2 hommes d'âge moyen aux expressions professionnelles de condoléances, ont commencé leur travail silencieux. Le cercueil d'acajou, qui avait coûté plus de 8 000 €, selon Julien, est descendu lentement dans la sépulture. L'air était lourd d'humidité et du parfum entêtant des couronnes de fleurs.
Rose blanche, lisse, chrysanthème, un étalage de douleurs parfumées qui me donnait la nausée. Les quelques personnes présentes se tenaient en cercle autour de la fosse, leurs visages sombres sous leur parapluie noir. J'étais là, debout entre des parents éloignés et les quelques amis qui restaient encore de notre âge, quand j'ai senti sa présence à mes côtés. Julien s'est approché, plus près que nécessaire. Son parfum coûteux se mêlait à l'odeur humide de la terre et des fleurs. Je regardais le cercueil descendre, pensant à toutes les années que Philippe et moi avions partagées. Nos premières années de mariage dans un petit appartement du Marais, nos rêves d'enfants, la construction lente mais sûre de notre fortune, les voyages que nous avions faits, les rires que nous avions partagés. Tout cela s'enfonçait maintenant dans la terre froide avec lui. La première pelletée de terre est tombée avec un son sec, définitif. Le bruit a résonné dans le silence respectueux du cimetière comme un coup de marteau sur un clou. C'est à ce moment-là qu'il s'est penché vers moi. « Prépare-toi, tu es la prochaine », a-t-il murmuré à mon oreille, sa voix basse et contrôlée comme celle d'un confesseur. Mon sang s'est glacé. Je me suis tourné vers lui, cherchant un signe que j'avais mal compris ses mots, mais je n'ai trouvé qu'un sourire froid sur ses lèvres et une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait de la satisfaction là-dedans. Une satisfaction malsaine. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était le choc du deuil qui me faisait entendre des choses. Mais alors Julien m'a fait un clin d'œil lent, délibéré, et j'ai su que j'avais entendu exactement ce qu'il voulait que j'entende. Le reste des funérailles s'est déroulé comme dans un brouillard. Condoléances, embrassades vides, mots de réconfort qui ne m'atteignaient pas. J'étais perdu dans une spirale de peur et d'incrédulité. Mon propre fils, le bébé que j'avais allaité, l'enfant que j'avais consolé lors de ses cauchemars, le jeune homme dont j'avais financé les études, me menaçait de mort aux funérailles de son propre père. Quand nous sommes rentrés à la maison, Julien a insisté pour m'accompagner. Il a préparé un thé que j'ai fait semblant de boire, craignant qu'il puisse être empoisonné. Il a parlé des prochaines étapes, de la légalisation du testament, de la façon dont je devrais me détendre et tout laisser entre ses mains. Ces mots sonnaient comme ceux d'un fossoyeur mesurant la profondeur d'une fosse. Cette nuit-là, après son départ, j'ai verrouillé toutes les portes et vérifié toutes les fenêtres 2 fois. J'ai appelé ma sœur Margot, mais quand j'ai commencé à raconter ce qui s'était passé, les mots semblaient absurdes même à mes propres oreilles. « Claudine, ma chérie, tu es en état de choc. C'est normal d'imaginer de telles choses après une perte si grande », a-t-elle dit avec la patience de quelqu'un qui parle à un enfant perturbé. Mais je savais ce que j'avais entendu. Et je savais ce que j'avais vu dans ses yeux froids. En m'allongeant dans le lit que j'avais partagé avec Philippe pendant tant d'années, je pouvais encore sentir son parfum sur l'oreiller à côté de moi. Mais cette odeur familière et réconfortante était maintenant mêlée à quelque chose de plus sombre, la peur de ce que mon propre fils pourrait me faire. Les heures de cette première nuit sans Philippe se sont étirées interminablement. Chaque craquement de l'immeuble, chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. J'ai fini par me lever et cacher un couteau de cuisine sous mon oreiller, un geste qui m'a paru à la fois nécessaire et surréaliste. Comment en étais-je arrivé là ? Comment une femme de 74 ans, qui avait vécu une vie paisible et privilégiée, se retrouvait-elle à avoir peur de son propre enfant ? Vous voulez découvrir comment une mère de 74 ans va affronter la plus grande trahison de sa vie ? Comment Claudine va découvrir jusqu'où va la cupidité de son propre fils ? Et le plus important, réussira-t-elle à se protéger avant qu'il ne soit trop tard ? La vérité derrière les mots glacés de Julien va vous choquer. Continuez à regarder pour découvrir ce qui arrive quand l'amour maternel rencontre la plus cruelle des déceptions. 3 jours se sont écoulés depuis les funérailles, et l'appartement semblait plus petit, plus sombre. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Chaque appel téléphonique me glaçait le sang. Je devenais prisonnière de ma propre peur. Les journées se traînaient avec une lenteur insupportable. Je restais assise pendant des heures dans le fauteuil de Philippe, regardant par la fenêtre les passants qui vaquaient à leurs occupations normales, enviant leur ignorance béate de ce que pouvait cacher un sourire familier. Le monde continuait de tourner dehors,
mais à l'intérieur de ces murs, le temps semblait s'être arrêté au moment où Julien avait prononcé ces mots terrifiants. C'est en révisant les papiers de Philippe que j'ai commencé à trouver les premières preuves que ma paranoïa n'était peut-être pas infondée. Dans un tiroir que j'ouvrais rarement, j'ai trouvé des relevés bancaires des 2 dernières années. Philippe s'était toujours occupé seul des finances, je lui faisais entièrement confiance. Mais maintenant, avec la loupe que me donnait la suspicion, les chiffres racontaient une histoire différente. De gros retraits, toujours en espèces, toujours effectués par Julien. Philippe avait donné procuration à son fils il y a 2 ans, pour faciliter les choses, m'avait-il dit à l'époque. Mais les montants étaient substantiels, 15 000 € ici, 20 000 là. En 2 ans, plus de 200 000 € avaient quitté notre compte principal. Ma main tremblait quand j'ai composé le numéro de la banque. Chaque chiffre pressé sur le clavier semblait résonner comme un glas dans le silence de l'appartement. « Madame Mercier », a dit la directrice, Céline Dubois, une femme à la voix douce qui connaissait notre famille depuis des décennies. « Mes condoléances pour la perte de votre mari. »« Merci, Céline. J'ai besoin de mieux comprendre ces mouvements sur le compte. Ces retraits que Julien effectuait. » Il y a eu une pause inconfortable à l'autre bout de la ligne. J'ai entendu le bruissement de papier, le claquement de touches sur un clavier. « Madame, votre mari m'avait demandé la discrétion sur ces transactions. Il disait que c'était pour des questions familiales délicates. » Quel genre de questions ? La voix de Céline s'est faite plus hésitante, comme si elle révélait un secret qu'elle aurait préféré garder. Il mentionnait des dettes de Julien. Des problèmes avec les jeux, je crois. Monsieur Mercier était très inquiet, mais il disait qu'il préférait régler cela seul pour ne pas vous préoccuper. Le téléphone a failli glisser de ma main. Philippe avait protégé Julien et m'avait protégé de la vérité en payant ses dettes en silence. Mais alors pourquoi Julien m'avait-il menacé ? Si son père payait déjà ses dettes, que pouvait-il vouloir de plus ? Céline, ces retraits, ils ont continué jusqu'à quand ? Le dernier remonte à... Elle a fait une pause, consultant visiblement ses écrans. À la semaine dernière, madame. Juste 3 jours avant le décès de votre mari. Mon cœur s'est arrêté. 3 jours avant que Philippe ne meure. Comme si Julien avait su ce qui allait arriver, comme s'il avait voulu vider le compte une dernière fois avant que la procuration ne devienne inutile. Quel était le montant de ce dernier retrait ? 50 000 €, madame. J'ai raccroché avec des mains tremblantes. 50 000 €. Une somme énorme, même pour nous. Et Philippe ne m'en avait jamais parlé. Combien d'autres secrets avait-il gardés pour me protéger ? La réponse est venue quand j'ai ouvert le testament. Je l'ai trouvé dans le coffre-fort personnel de Philippe, celui dont il ne m'avait jamais donné la combinaison, mais dont j'avais deviné le code, notre date de mariage. À l'intérieur, il y avait non seulement le testament, mais aussi une lettre qu'il m'avait écrite, datée de 6 mois auparavant. Ma chère Claudine, commençait la lettre de son écriture familière, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger de la vérité sur notre fils. J'ai espéré jusqu'au bout qu'il changerait, qu'il retrouverait le chemin de l'honneur que nous avions essayé de lui enseigner. Mais je me suis trompé. Les mots suivants m'ont brisé le cœur. Julien a des dettes de jeu qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Pire encore, il a commencé à emprunter à des personnes dangereuses. J'ai payé ce que j'ai pu, mais je ne peux plus continuer. C'est pourquoi j'ai modifié le testament. Le testament lui-même était clair et implacable. Philippe avait tout laissé à moi, la maison, les investissements, l'entreprise. Pour Julien, seulement une somme symbolique et une lettre qui disait « J'espère que tu trouveras ton chemin loin des vices qui ont presque détruit notre famille. » Mon mari savait. Il savait tout sur le vice de son fils et avait pris des mesures pour protéger notre patrimoine. Mais cela signifiait que Julien... Le téléphone a sonné, me faisant sursauter violemment. C'était lui. « Maman, j'ai besoin de passer chez toi ce soir. Nous devons parler de choses importantes. » Sa voix avait un ton différent. Plus dur. Plus déterminé.
Il n'y avait plus trace de la fausse sollicitude des jours précédents. Quel genre de choses, mon fils? À propos du testament. À propos de l'avenir. À propos d'arrangement. Le mot « arrangement » m'a glacé. Il a sonné comme une sentence de mort déguisée en courtoisie. Julien, je ne me sens pas bien pour recevoir des visites aujourd'hui. Ce n'est pas une visite, maman. C'est une nécessité. Il a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant avec la tonalité qui résonnait comme un glas dans mes oreilles. J'ai regardé l'horloge, 4 heures de l'après-midi. J'avais quelques heures pour décider quoi faire. Appeler la police et dire quoi? Que mon fils avait murmuré une menace aux funérailles et qu'il voulait maintenant venir parler? Il penserait que j'étais sénile. Mais il y avait une chose que je pouvais faire. Une précaution que Philippe m'avait toujours enseignée, tout documenté. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer une vidéo, racontant toute l'histoire, le murmure au cimetière, les retraits mystérieux, les menaces voilées. Si quelque chose m'arrivait, au moins il y aurait une trace. Pendant que je parlais à la caméra, j'ai réalisé que ma voix était plus ferme que je ne l'avais espéré. Peut-être que la peur se transformait en quelque chose de différent. En détermination. J'ai aussi fouillé dans les autres papiers de Philippe et j'ai découvert des choses qui m'ont encore plus inquiété. Des lettres de créanciers adressées à Julien, mais envoyées à notre adresse. Des factures de casino en ligne. Des relevés de cartes de crédit avec des montants astronomiques. Dans un carnet personnel que Philippe tenait caché, j'ai trouvé ses propres notes sur la situation de Julien, 15 mars, encore 25 000 € pour ses dettes. Il promet que c'est la dernière fois. 3 juin, les créanciers menacent maintenant la famille. Je n'ai pas le choix. 12 septembre, Julien devient agressif quand je refuse de payer. Je dois protéger Claudine. La dernière entrée, datée de la semaine précédant sa mort, m'a donné des frissons. Julien a dit quelque chose d'étrange aujourd'hui. Il a demandé si j'avais déjà pensé à ce qui arriverait si quelque chose m'arrivait. Ses yeux étaient froids quand il a dit cela. Je commence à avoir peur de mon propre fils. À cette heure du soir, j'ai entendu la clé dans la serrure. Julien avait encore les clés de l'appartement, Philippe les lui avait données il y a des années, pour les urgences. Maintenant je me demandais si ce ne serait pas l'urgence qu'il avait toujours planifié de créer. Maman, sa voix a résonné dans le couloir. Je suis dans le salon, ai-je répondu, essayant de paraître normal. Il est entré portant une mallette en cuir et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il était vêtu d'un costume impeccable, comme un cadre se rendant à une réunion importante. Ce qui, d'une certaine façon, était peut-être exactement cela. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, mais ses yeux ne me voyaient pas. Il parcourait le salon, notant chaque détail, chaque objet de valeur. J'ai remarqué la façon dont son regard s'attardait sur les tableaux que nous avions achetés lors de notre voyage en Italie, sur les bibelots en cristal que ma grand-mère m'avait légués, sur les livres rares de la collection de Philippe. Il faisait un inventaire mental, évaluant tout comme s'il était déjà propriétaire. Mieux, ai-je menti? De quoi voulais-tu parler? Julien s'est assis dans le fauteuil qui était celui de Philippe, ouvrant sa mallette avec des mouvements calculés. Le simple fait de le voir dans ce fauteuil, dans la place de son père, m'a fait mal au cœur. Maman, nous devons être pratiques. Vous avez 74 ans, vous êtes seule maintenant. Cet appartement est trop grand, trop cher à entretenir. Et après le choc que vous avez eu? Quel choc? Ce que vous avez cru entendre au cimetière. Son sourire s'est élargi. Margot m'a dit que vous l'aviez appelé avec des histoires étranges. Je pense qu'il est temps d'envisager une maison de retraite. Un endroit où vous pourriez avoir des soins appropriés. Mon cœur s'est emballé. Il avait parlé à Margot. Il avait planté la graine du doute sur ma santé mentale. Et maintenant il utilisait cela contre moi. La découverte que Julien avait tué Madame Rousseau m'a laissé en état de choc pendant quelques secondes précieuses. Mais ensuite, quelque chose en moi s'est durci.
Philippe disait toujours que j'étais plus forte que je n'en avais l'air. Il était temps de le prouver. J'ai besoin d'un verre d'eau, ai-je dit, forçant ma voix à paraître tremblante et effrayée. Julien a souri avec satisfaction. Il croyait qu'il avait brisé ma résistance. Bien sûr, maman. Je vais en chercher un. Au moment où il a quitté le salon, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai activé l'enregistrement. Quand il est revenu avec le verre, j'avais déjà caché l'appareil entre les coussins du canapé, toujours en train d'enregistrer. Maintenant, a-t-il dit, me tendant le stylo à nouveau, finissons. Julien, ai-je parlé lentement, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Comment avez-vous réussi à faire sauter Madame Rousseau? Il s'est rassis, trop fier de sa propre intelligence pour résister à la chance de se vanter. C'était plus facile que je ne le pensais. La vieille était vulnérable après la mort de son mari. Je me suis proposé pour l'aider avec les finances, j'ai gagné sa confiance. Elle a signé une procuration me donnant accès à ses comptes. Il s'est arrêté pour prendre une gorgée de vin rouge qu'il avait servi depuis la cave de Philippe, savourant apparemment autant l'alcool que ses souvenirs. Au début, elle était reconnaissante. Elle me disait que j'étais comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Pathétique, vraiment. Ces vieux qui s'accrochent à n'importe qui leur montre un peu d'attention. Sa voix avait pris un ton méprisant qui me glaçait le sang. Et quand elle a découvert que vous la voliez? Voler est un mot trop fort, maman. Je redistribuais les ressources. Elle n'avait pas besoin de tant d'argent, et j'avais des dettes urgentes. Julien a haussé les épaules comme s'il parlait de la météo. Quand elle a menacé d'aller à la police, j'ai expliqué que ce serait mieux pour tout le monde si elle prenait une décision définitive. Vous l'avez poussée. Je l'ai convaincue. J'ai expliqué que l'alternative serait d'exposer son fils comme complice, j'avais falsifié sa signature sur quelques documents. Elle a choisi de protéger sa famille. Mon estomac s'est retourné. La froideur avec laquelle il décrivait l'assassinat d'une femme innocente était plus terrifiante que la menace contre moi. Mais avant cela, a-t-il continué, semblant prendre plaisir à revivre ses exploits, j'ai dû la préparer psychologiquement. Vous voyez, on ne peut pas simplement pousser quelqu'un par la fenêtre et espérer que cela passe pour un suicide. Il faut créer un état d'esprit. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon, ses mains gesticulant pendant qu'il parlait, comme un professeur donnant une conférence sur son sujet favori. J'ai commencé par l'isoler. J'ai suggéré que ses amis ne comprenaient pas sa douleur, que sa famille était trop occupée pour vraiment s'occuper d'elle. Petit à petit, je suis devenue sa seule source de contact humain significatif. Et puis j'ai commencé à introduire l'idée que la vie sans son mari n'avait plus de sens. Que peut-être il l'attendait quelque part. Que rejoindre les morts était parfois un acte d'amour plutôt qu'un acte de désespoir. Il s'est arrêté devant la fenêtre de notre salon, regardant vers le bas avec le même regard calculateur qu'il avait eu ce soir-là. Le soir où c'est arrivé, je lui ai montré les preuves de ce qu'elle appelait mon vol. Je lui ai expliqué calmement que si elle allait à la police, son fils serait arrêté comme complice. J'avais tout préparé, de faux emails de sa part autorisant les transferts, des documents avec sa signature falsifiée. Vous aviez tout planifié. Bien sûr. La planification est la clé du succès dans n'importe quelle entreprise. Il a ri, un son qui m'a rappelé le verre qui se brise. Elle a pleuré pendant 1 heure. Elle m'a supplié de trouver une autre solution. Mais je lui ai fait comprendre qu'il n'y en avait pas. Et avec moi? Quel est votre plan, exactement? Julien s'est retourné vers moi, et pour la première fois de la soirée, j'ai vu une lueur de véritable excitation dans ses yeux. Simple. Vous signez les papiers, puis, eh bien, le deuil peut être dévastateur pour les personnes de votre âge. Un accident dans l'escalier, une chute dans la salle de bain, un mélange malheureux de médicaments. Tant de possibilités. Il s'est penché en avant, ses yeux brillants d'une lumière malsaine. Le mieux, c'est que personne ne soupçonnera rien. Je serai le fils dévasté qui a perdu ses 2 parents en quelques mois.
La compassion publique sera entièrement de mon côté. Vous avez planifié cela depuis longtemps. Depuis que j'ai découvert que papa avait changé le testament. Il m'a sous-estimé, maman. Il pensait que je ne découvrirais pas. Mais j'ai mes sources dans le cabinet d'avocat. Il s'est remis à rire, savourant apparemment le souvenir de sa propre ruse. En fait, c'est papa qui m'a donné l'idée. Quand il a commencé à payer mes dettes de jeu en secret, j'ai réalisé comme il était facile de manipuler les gens qui nous aiment. Ils font n'importe quoi pour nous protéger, même se mettre en danger. Philippe savait que vous étiez dangereux. Papa était sentimental. Il croyait que je pouvais changer. Mais je ne veux pas changer, je veux gagner. Et pour gagner, il faut parfois éliminer la concurrence. Il a fait une pause, prenant une autre gorgée de vin avant de continuer. Vous savez, maman, papa était vraiment naïf jusqu'à la fin. Même quand je lui ai fait comprendre que sa santé pourrait se détériorer rapidement, il a continué à espérer que j'étais encore son petit garçon. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, vous ne saviez pas? L'infarctus de papa n'était pas entièrement naturel. Voyez-vous, il existe certains médicaments qui, mélangés dans la bonne proportion avec ces médicaments pour le cœur, peuvent provoquer exactement le type d'événement cardiaque qui lui est arrivé. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Julien n'avait pas seulement tué des étrangers. Il avait tué son propre père. Vous avez tué Philippe? J'ai accéléré l'inévitable. Il avait déjà des problèmes cardiaques. J'ai simplement aidé la nature à suivre son cours. Il a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a donné envie de vomir. C'était plus humain que de le laisser souffrir avec la découverte de ce que j'étais vraiment devenu. Il était tellement perdu dans sa propre narration qu'il n'a pas remarqué quand j'ai discrètement appuyé sur le bouton d'urgence de ma montre intelligente, un cadeau de Philippe que je n'avais jamais pensé avoir besoin d'utiliser. Mais le plus beau dans tout cela, a-t-il continué, c'est que même maintenant, alors que je vous dis tout, vous ne pouvez rien y faire. Qui va croire qu'une vieille femme en deuil contre son fils aimant et attentionné? Les ambulanciers vont arriver dans quelques minutes, ai-je dit calmement. Julien a cligné des yeux, confus. Ambulancier? Oui. J'ai activé l'alerte médicale. J'ai dit que j'avais des problèmes cardiaques. La confusion sur son visage s'est rapidement transformée en panique, puis en rage. Vous ne pouvez pas avoir fait cela. Cela va tout gâcher. Exactement. Il s'est levé brusquement, renversant la table basse. Les papiers se sont éparpillés sur le sol, et son verre de vin s'est brisé contre le parquet, créant une tache rouge sang sur le bois. Vous allez annuler. Maintenant. Je ne peux pas. Le système ne permet pas d'annulation une fois activé. C'était un mensonge, mais Julien ne le savait pas. Le son de la sirène était déjà audible au loin. Julien a commencé à marcher de long en large, ses mains dans ses cheveux, sa façade de contrôle finalement en train de s'effriter. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit, sa voix montant dans l'aigu. J'ai des dettes. Des gens très dangereux attendent leur argent. Si je n'ai pas accès à votre héritage... Quels gens? La mafia russe. Des prêteurs qui ne plaisantent pas avec les remboursements. Ils ont déjà fait des menaces contre moi. Contre vous aussi, d'ailleurs. Cette révélation a ajouté une nouvelle couche de terreur à la situation. Non seulement mon fils voulait me tuer, mais il avait également attiré des criminels dangereux dans nos vies. Combien devez-vous? 800 000 €. Et les intérêts augmentent chaque jour. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé avec une expression sauvage. C'est pourquoi vous devez signer ces papiers. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour vous aussi. Si je ne peux pas les payer, ils viendront après vous de toute façon. Alors pourquoi ne pas simplement me demander de l'aide? Pourquoi toute cette manipulation? Parce que vous n'auriez jamais accepté. Vous et papa, avec votre moralité de bourgeois. Vous auriez dit que je devais assumer les conséquences de mes actes, aller en thérapie, changer ma vie.
Il a craché les mots comme s'ils avaient mauvais goût. Mais je ne veux pas changer. J'aime les jeux. J'aime le frisson, l'adrénaline. Et j'aime gagner. Quand ils arrivent, a-t-il dit, sa voix devenant basse et menaçante, vous allez dire que c'était une fausse alerte. Que vous allez bien. Et après qu'il soit parti, nous finirons notre conversation. Non, Julien. Quand ils arrivent, je vais tout raconter. Il s'est arrêté de marcher et m'a fixé avec une fureur qui m'a fait reculer dans le canapé. Personne ne vous croira. C'est moi qui me suis occupé de ma mère endeuillée et confuse. Vous souffrez clairement de démence sénile. La sirène était plus proche maintenant, accompagnée du son de plusieurs véhicules. Il semblait que plus d'aide que prévu était en route. Peut-être que vous avez raison, ai-je dit. Peut-être que personne ne me croira. Mais ils croiront ceci. J'ai montré mon téléphone portable, qui enregistrait toujours. Le visage de Julien a perdu toute couleur. Vous enregistriez ? Chaque mot. Vos confessions sur Madame Rousseau. Vos menaces contre moi. Vos plans pour me tuer. Et maintenant, votre confession sur le meurtre de votre père. Tout. Pour un moment, j'ai cru qu'il allait m'attaquer physiquement. Ses poings se sont serrés, ses muscles se sont tendus. Mais alors nous avons entendu des pas courants dans le couloir et des voix qui se rapprochaient. Madame Mercier ? Ambulancier. Ici, ai-je crié. Julien était encore debout au milieu du salon, me regardant avec un mélange de haine et d'incrédulité. Comme s'il ne pouvait pas croire que sa victime s'était transformée en chasseuse. 2 ambulanciers sont entrés dans le salon, suivis d'un policier, protocole standard pour les appels d'urgence chez les personnes âgées vivant seules. Mais derrière eux, j'ai été surprise de voir 2 autres officiers de police. « Madame, allez-vous bien ?» a demandé le plus jeune ambulancier. « Maintenant oui », ai-je répondu, regardant directement Julien. « Mais j'ai besoin de parler au policier. J'ai quelque chose de très important à dénoncer. » L'un des policiers, un homme d'âge moyen avec des cheveux grisonnants, s'est avancé. « Je suis l'inspecteur Moreau. Nous avons en fait reçu un appel anonyme suggérant qu'il pourrait y avoir une situation dangereuse à cette adresse. » J'ai regardé Julien, qui semblait encore plus confus. « Un appel anonyme ? » ?»« Oui. Quelqu'un a dit qu'ils avaient entendu des menaces et ce qui semblait être une confession de meurtre venant de cet appartement. » Moreau m'a regardé attentivement. « Savez-vous quelque chose à ce sujet, madame ? » C'est alors que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Le téléphone que j'avais caché entre les coussins avait dû composer automatiquement un numéro, peut-être le service d'urgence, et ils avaient entendu au moins une partie de la confession de Julien. « Oui, ai-je dit, ma voix devenant plus forte avec chaque mot. Je sais exactement de quoi il s'agit. Et j'ai tout enregistré. » Le commissariat était silencieux cette nuit de mars. J'étais assise dans une petite salle mal éclairée, avec une tasse de café froid entre les mains, tandis que 2 enquêteurs révisaient l'enregistrement pour la 3e fois. L'inspecteur Moreau, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, a mis en pause l'enregistrement à la partie où Julien confesse le meurtre de Madame Rousseau. « C'est incroyable », a-t-il murmuré à sa partenaire, l'inspectrice Dubois. Il n'a pas seulement confessé un meurtre, mais il a détaillé comment il prévoit d'en commettre un autre. Dubois, une femme plus jeune à l'expression déterminée, s'est tournée vers moi. « Madame Mercier, comprenez-vous que cet enregistrement constitue une preuve suffisante pour une accusation formelle de menace de mort et de conspiration pour commettre un homicide ? » Je comprends. Et concernant Madame Rousseau ? Nous allons rouvrir l'affaire immédiatement. Avec cette confession, nous avons des motifs pour exhumer le corps et faire une nouvelle enquête. Moreau s'est penché en avant, ses yeux scrutant mon visage avec l'attention d'un professionnel habitué à déchiffrer les mensonges. Il y a quelque chose de plus que nous ne comprenons pas. Comment avez-vous su activer l'enregistrement au bon moment ? Et l'alerte médicale, c'était un coup très intelligent. J'ai souri pour la première fois en semaine. Mon mari Philippe disait toujours, « Claudine, dans la vie tu n'as pas besoin d'être la plus forte ou la plus rapide.
Tu dois être la plus intelligente. Il m'a appris que quand quelqu'un est obsédé par sa propre intelligence, il veut prouver à quel point il est malin. Julien n'a pas pu résister à l'envie de se vanter. Et s'il avait décidé de vous tuer sur le moment, sans attendre les documents? La question m'a fait frissonner, parce que c'était quelque chose que j'avais considéré. C'était un risque que je devais prendre. Mais je connaissais mon fils. Il a toujours été méthodique, planificateur. Il voulait que tout paraisse légal, légitime. Cela me donnait un avantage. Dubois a fermé son carnet, mais j'ai remarqué qu'elle continuait à m'observer attentivement. Madame Mercier, nous devons vous dire quelque chose. Julien a été arrêté il y a 2 heures, mais ce que nous avons découvert depuis va bien au-delà de ce que vous imaginez. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons trouvé chez lui des documents falsifiés d'autres personnes âgées du quartier, incluant des procurations frauduleuses. Apparemment, Madame Rousseau n'était pas sa seule victime. J'ai senti un froid dans l'estomac. Combien de personnes? Nous enquêtons encore. Mais il semble que votre fils avait un système bien élaboré. Il s'approchait de personnes âgées vulnérables, gagnait leur confiance, obtenait l'accès aux finances, et quand elles découvraient, eh bien, des accidents arrivaient. Moreau a ouvert un dossier épais et a étalé des photographies devant moi. Monsieur Bertrand, 72 ans, mort d'une chute dans l'escalier après avoir menacé de porter plainte contre votre fils pour vol. Madame Leclerc, 69 ans, overdose accidentelle de médicaments. Monsieur Duval, 75 ans, noyade dans sa baignoire. Chaque photo était un coup de poignard. Des visages innocents, des personnes qui avaient simplement eu le malheur de croiser le chemin de mon fils. Au total, a continué Dubois, nous avons identifié au moins 7 victimes sur les 2 dernières années. Votre fils était un prédateur en série, ciblant spécifiquement les personnes âgées aisées et isolées. Comment je n'ai rien vu? Parce qu'il était très intelligent, a dit Moreau doucement. Il choisissait soigneusement ses victimes. Des personnes sans famille proche, ou dont la famille était distante. Il étudiait leurs habitudes, leur vulnérabilité, leur situation financière. C'était un véritable prédateur. 3 heures plus tard, j'étais de retour dans mon appartement. Mais maintenant il ne semblait plus être une prison, il semblait redevenir un foyer. Je me suis assise dans le fauteuil qui était celui de Philippe, celui-là même où Julien s'était assis quelques heures auparavant pour me menacer, et j'ai pris la photographie de mariage qui était sur la table à côté. Vous aviez raison à son sujet, mon amour, ai-je chuchoté à la photo. Je voulais juste croire qu'il y avait encore de la bonté en lui. Le téléphone a sonné. C'était Margot. Claudine? Mon Dieu, je viens d'apprendre par les nouvelles. Est-ce vrai ce qu'ils disent sur Julien? C'est vrai, ma sœur. Mais comment nous n'avons pas remarqué? Comment une mère ne remarque-t-elle pas que son propre fils est un monstre, ai-je complété. Parce que nous voyons ce que nous voulons voir. Je voyais le bébé que j'avais porté dans mes bras, pas l'homme qu'il était devenu. Margot est restée silencieuse pendant un moment. Es-tu bien? Veux-tu que je vienne? Non, merci. J'ai besoin de temps seul pour traiter tout cela. Après avoir raccroché, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, celle-là même où Julien s'était arrêté pour me menacer. En bas, la vie continuait. Les voitures passaient, les gens marchaient sur les trottoirs, les lumières s'allumaient et s'éteignaient dans les appartements voisins. J'ai pensé à Madame Rousseau et aux autres victimes que Dubois avait mentionnées. Combien de familles découvraient maintenant qu'elles avaient perdu leurs proches non pas à cause du destin, mais à cause de la cupidité d'un prédateur? Mon téléphone portable a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini, maman. La prison est temporaire. La famille, c'est pour toujours. Ma main a tremblé en tenant le téléphone. Même derrière les barreaux, Julien arrivait encore à m'atteindre, à me tourmenter. Mais alors je me suis souvenu des paroles de Philippe, sois plus intelligente.
J'ai immédiatement appelé l'inspectrice du bois. Il vient de m'envoyer une menace, ai-je dit, lisant le message. Nous allons tracer le numéro. Il a probablement utilisé le téléphone d'un autre détenu. Cela va ajouter plus d'accusations au procès. Inspectrice, puis-je poser une question? Quelle est la peine maximale pour quelqu'un comme Julien? Avec les preuves que nous avons, il aura probablement la prison à vie. La France n'a pas la peine de mort, mais il ne sortira jamais de prison. J'ai raccroché le téléphone et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, la paix. Pas la paix de quelqu'un qui a réussi à se venger, mais la paix de quelqu'un qui a survécu. De quelqu'un qui a affronté le pire cauchemar possible, la trahison de son propre fils, et qui a vécu pour raconter l'histoire. Dans les mois qui ont suivi, l'affaire a fait les gros titres de toute la France. Le fils assassin de Neuilly fut le nom que la presse donna à Julien. Le procès révéla un réseau de crimes qui choqua le pays. En plus de Madame Rousseau, il avait tué 4 autres personnes âgées, tout après avoir volé leurs économies. Le procès a duré 3 mois. Chaque jour, je regardais les nouvelles, voyant le visage de mon fils sur tous les écrans, entendant les détails sordides de ses crimes. C'était comme regarder un étranger qui portait le visage de l'enfant que j'avais élevé. J'ai témoigné au procès. C'était douloureux de regarder Julien au banc des accusés, de voir comme il avait maigri, comme ses yeux avaient perdu toute trace d'humanité. Quand nos regards se sont croisés, il n'a montré aucun repentir, seulement de la colère d'avoir été pris. Madame Mercier, a dit le procureur pendant mon témoignage, ressentez-vous quelque remords d'avoir dénoncé votre propre fils? La question m'a prise par surprise. Tous les yeux du tribunal étaient sur moi, jurés, avocats, journalistes, familles des autres victimes. Remords, ai-je répété, réfléchissant soigneusement. Je ressens des remords de ne pas avoir réalisé plus tôt qui mon fils était vraiment. Je ressens des remords pour les vies qui auraient pu être sauvées si j'avais agi plus tôt. Mais je ne ressens aucun remords d'avoir empêché qu'il tue plus de personnes innocentes. J'ai regardé directement Julien. L'homme assis là-bas n'est plus mon fils. Mon fils est mort le jour où il a décidé que la vie humaine valait moins que l'argent. Les familles des victimes étaient présentes chaque jour du procès. Madame Martin, la fille de Monsieur Bertrand, m'a approché pendant une pause. Madame Mercier, je voulais vous remercier. Je sais que cela a dû être terriblement difficile de témoigner contre votre propre fils. Votre père méritait justice, ai-je répondu. Ils méritaient tous justice. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Mon père parlait souvent de ce gentil jeune homme qui l'aidait avec ses finances. Il était si reconnaissant, si confiant. Si seulement nous avions su. Nous ne pouvions pas savoir, ai-je dit, posant ma main sur son bras. Votre fils était un expert en manipulation. Il savait exactement comment gagner la confiance des gens. Le jour du verdict est finalement arrivé. Julien a été reconnu coupable de cette chef d'accusation de meurtre au premier degré, plus de nombreuses accusations de fraude, de vol et de menaces. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quand le juge a lu la sentence, j'ai observé le visage de Julien. Pour la première fois depuis le début du procès, j'ai vu une émotion réelle dans ses yeux. Pas du remords, mais de la surprise. Il n'avait vraiment jamais cru qu'il serait puni pour ses actes. Même à ce moment-là, en entendant sa condamnation à vie, il m'a regardé avec accusation, comme si tout était de ma faute. Julien fut condamné à la prison à vie. Nous n'avons plus jamais parlé. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis encore dans le même appartement à Neuilly-sur-Seine. J'ai créé une fondation au nom de Philippe pour aider les personnes âgées vulnérables à se protéger contre les escroqueries financières. Chaque semaine, je reçois des lettres de familles qui ont découvert à temps les véritables intentions de proches ou de connaissances mal intentionnées. La fondation a grandi plus que je ne l'avais imaginé. Nous avons maintenant des bureaux dans 6 villes françaises et nous avons aidé à identifier plus de 50 cas de maltraitance financière envers les personnes âgées. C'est devenu ma mission de vie, transformer la tragédie de ma famille en quelque chose qui pourrait protéger d'autres familles. Parfois, quand je suis seul le soir,
j'entends encore cette voix froide chuchotant, « Prépare-toi, tu es la prochaine. » Mais maintenant, au lieu de la peur, je ressens une étrange forme de gratitude. Parce que c'est à ce moment-là, au cimetière, que j'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. Philippe disait toujours que la plus grande victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après la chute. Je suis tombé le jour où j'ai découvert qui mon fils était vraiment. Mais je me suis relevé. Et en le faisant, j'ai sauvé non seulement ma propre vie, mais celle d'autres qui étaient encore dans la ligne de mire d'un prédateur. Ce matin, j'ai regardé dans le miroir et j'ai vu une femme de 76 ans qui a survécu à la plus grande trahison possible. J'ai vu des rides qui racontent des histoires de douleur, mais aussi de résistance. J'ai vu des yeux qui ont pleuré des larmes de deuil, mais qui ont appris à voir la vérité même quand elle fait mal. Et pour la première fois depuis ce matin gris de mars, quand Philippe est parti, j'ai souri à mon reflet. Parce que j'ai découvert quelque chose que même moi je ne savais pas, même à 74 ans, il était encore possible d'apprendre à se battre. Il était encore possible de découvrir un courage qui dormait, attendant le bon moment pour s'éveiller. Le murmure qui devait me terrifier a fini par me libérer. Et aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Paris, je ne suis plus une victime potentielle. Je suis une survivante. Une survivante qui a appris que parfois, la plus grande menace vient d'où nous l'attendons le moins. Mais qui a aussi appris qu'en chacun de nous existe une force qui peut surmonter n'importe quelle méchanceté. Même quand cette méchanceté a le visage de ceux que nous aimons le plus. L'histoire de Julien est devenue un cas d'étude dans les écoles de police et les programmes de travail social. Sa méthode, cibler les personnes âgées isolées, gagner leur confiance, puis les exploiter financièrement avant de les éliminer, est maintenant enseignée comme un exemple de prédation en série. Mais pour moi, ce n'est pas seulement un cas d'étude. C'est le rappel quotidien que l'amour aveugle peut être dangereux, que la confiance doit être gagnée et vérifiée, et que même dans les familles les plus aimantes, des monstres peuvent se cacher derrière des sourires familiers. Et c'est aussi le rappel que nous sommes plus forts que nous ne le pensons, plus intelligents que nous ne le croyons, et plus capables de survivre que nous ne l'imaginons. Même quand tout semble perdu, même quand ceux en qui nous avons le plus confiance nous trahissent, il reste toujours de l'espoir. Il reste toujours la possibilité de se battre. Il reste toujours la possibilité de survivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans mon histoire a résonné en vous. Peut-être était-ce la reconnaissance d'une douleur familière, ou peut-être la surprise de découvrir qu'une femme de mon âge pouvait encore se battre. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je sais que vous avez ressenti quelque chose et cela me rend reconnaissante. Je vais vous avouer quelque chose que je n'ai pas dit avant. Les nuits suivant le procès, quand tout était enfin terminé, je pleurais. Pas de soulagement, mais d'une tristesse profonde d'avoir perdu non seulement mon mari, mais aussi l'illusion de qui je pensais que mon fils était. C'est une douleur qui coupe plus profondément que n'importe quel couteau. Mais savez-vous ce qui m'a maintenu debout ? La certitude que mon histoire pourrait sauver quelqu'un. Que peut-être, quelque part, une personne comme moi entendait des signaux d'alarme que j'avais ignorés si longtemps. Que peut-être mes mots pourraient être la poussée dont quelqu'un avait besoin pour faire confiance à ses instincts. Combien d'entre vous ont déjà senti ce froid au ventre quand quelque chose ne semblait pas correct, mais ont décidé d'ignorer parce que c'était de la famille ? Combien se sont déjà demandé s'ils étaient paranoïaques, s'ils voyaient des choses là où il n'y en avait pas ? J'ai vécu cela. Et j'ai découvert que notre intuition ment rarement, c'est nous qui choisissons de ne pas l'écouter. Maintenant je veux savoir, si vous étiez à ma place, à ce moment au cimetière, quand vous avez entendu ces mots glacés, qu'auriez-vous fait ? Seriez-vous rentré chez vous et auriez-vous verrouillé la porte ? Auriez-vous confronté immédiatement ? Ou, comme moi, seriez-vous resté paralysé entre l'amour et la terreur ? Et après, quand vous avez découvert la vérité sur qui était vraiment la personne que vous aimiez, parce que je sais que beaucoup ici ont vécu cela d'une certaine façon, comment avez-vous trouvé la force de continuer ? Qu'est-ce qui vous a fait choisir la survie au lieu du déni ? Certaines personnes me demandent si je ressens de la culpabilité. Si je regrette d'avoir détruit la vie de mon propre fils. La réponse est complexe. Je ressens de la douleur, je ressens de la perte,
mais de la culpabilité? Non. Parce que j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de détruire d'autres vies, y compris la nôtre. Il existe une solitude particulière à découvrir que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir et voyiez une étrangère, quelqu'un capable de décisions que vous n'aviez jamais pensé prendre. C'est effrayant et libérateur à la fois. Dans les commentaires, je veux que vous me racontiez vos histoires. Pas besoin que ce soit quelque chose d'aussi dramatique que mon récit. Cela peut être sur cette fois où vous avez dit non alors que vous disiez toujours oui. Sur quand vous avez choisi de vous protéger au lieu de protéger quelqu'un qui ne le méritait pas. Sur quand vous avez découvert que vous aviez une force que vous ne saviez pas que vous possédiez. Si cette conversation a réveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait repenser une situation, si elle a validé une expérience que vous portiez en silence, ou si elle vous a simplement fait vous sentir moins seul, abonnez-vous à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées, entendues et partagées. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts que n'importe lequel d'entre nous seuls.